Madame la bourgmestre, Madame l'échevine, Messieurs les échevins, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers, bonsoir. Je n'ai pas appris mon texte par cœur. Je voudrais commencer en guise d'introduction de me présenter. Je suis habitante de la rue de la Grande Bruyère, on s'en doute. J'y vis avec mon mari et mes deux enfants de 10 et 4 ans. Je me suis permise d'introduire une demande d'interpellation citoyenne suite à la mise en place, le 23 septembre, d'un essai de circulation dans ma rue. Pour rappel, cet essai a pour objet la mise à sens unique de la circulation de la rue de la Grande Bruyère entre la rue Denis de Keuster et la rue Paul Nicodème, mais également la mise à l'essai d'un sens unique pour la rue Denis de Keuster entre les rues Croilly et la rue de la Grande Bruyère. La motivation de cet essai est fondée par l'étroitesse des trottoirs et l'étroitesse de la voirie. Ça constituait donc la motivation de cette décision qui a été notifiée aux riverains concernés en date du 16 septembre 2019 par le biais d'un courrier émanant du service des travaux. Aucune réunion préalable n'a été organisée afin de consulter les riverains, puisqu'il s'agit d'un essai et qu'on n'était pas encore dans un cas de figure de mettre à sens unique définitivement. Avant d'entamer mon développement, veuillez noter que je considère que vous avez pris connaissance de ma demande écrite et qu'il n'est donc pas utile de réitérer la liste des questions posées dans ma demande originale. Je développerai dès lors mon intervention sous forme d'énonciation des problématiques rencontrées, auxquelles nous souhaitons en tant que riverains trouver des solutions constructives. Avant de développer, permettez-moi également de souligner le fait que la majorité des riverains des rues concernées sont contre le projet de mise à sens unique de ces deux rues, principalement pour des raisons de sécurité. En effet, on sait, en général, l'être humain n'est pas toujours ouvert au changement, mais parfois certains changements qui sont imposés, ça ne fait pas rire l'être humain, mais dans le cas ici, ce serait plutôt la porte ouverte à de potentiels accidents. Donc, par le biais de mon interpellation, je me propose de vous lister des points problématiques que nous rencontrons et d'y apporter en conclusion une potentielle partie de solution. Ces points problématiques, le premier est la vitesse. La rue de la Grande Bruyère est forcément très étroite, sinon vous n'aurez pas essayé de la mettre à sens unique. Et depuis 40 ans, au minimum, les voisins ont pour us et coutume de se garer du même côté de la rue. Le problème, c'est que quand on a une rue à deux sens, ça limite la vitesse des véhicules qui empruntent cette rue, tant soit-elle qu'elle soit étroite. Maintenant qu'on vient de mettre à l'essai en sens unique, ça augmente la vitesse, clairement. Donc, on s'est amusé quand même de voir en respectant le 50 km/h si ça tient la route, mais non, c'est trop étroit. C'est vraiment trop étroit, donc déjà à ce point-là, moi, si je faisais partie du conseil communal, je me demande si je ne mettrais pas cette rue à 30 km/h. Bon, on peut toujours essayer. Alors, le stationnement du même côté de la voirie ne résout pas les problèmes de vitesse, on l'aura compris. J'avais déjà émis le souhait de faire une demande d'interpellation citoyenne, j'avoue, avant que vous n'essayiez de mettre en sens unique. Je n'ai pas eu le temps de le faire, pour la simple raison que le problème est vraiment la vitesse dans ma rue. Alors, bon, on aurait compris que c'est une augmentation du danger pour les jeunes enfants, parce que la rue est étroite, donc à un moment donné, quand on rentre de l'école, on est presque devenus des talibans parce qu'on sort de la voiture avec nos cartables. Hein. Mais bon, c'est comme ça. J'ai envie d'expliquer ça par plusieurs problématiques du quartier qui sont les suivantes. La vitesse, on peut se demander mais pourquoi il y a autant de trafic. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a instauré une mise à l'essai du sens unique, mais il y a un trafic. Le centre de Rixensart, le centre de Genneval, en toute impunité, par pas que les employés de GSK.
par des gens qui habitent probablement bourgeois aussi, mais voilà, c'est à relever. Pourquoi maintenant beaucoup de circulation? Bah oui, il y a plusieurs problématiques. Il y a les gens qui montaient la colline du Glin avant et qui empruntaient la rue Denis de Custer pour arriver directement à l'Athénée de Rixensart, ils ne peuvent plus le faire, simplement parce que la rue Denis de Custer, elle est à sens unique, donc ils empruntent la nôtre. Ok, donc ça augmente la circulation chez nous, on l'aura compris, puis ils vont à gauche, et ils font quoi? Ils court-circuitent le carrefour à 5 branches, qui est constitué par l'avenue Franklin-Roosevelt, Fonjean-Rossi, Paul Nicodème et Albert Croy, et ils court-circuitent en frôlant la piste cyclable, hein, ils savent le faire, donc ça c'est un point dangereux. Un autre point à soulever, c'est, bah oui, c'est une initiative peut-être de mobilité qui a peut-être du sens, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas compétente pour décider de ça, mais c'est vrai qu'un essai de sens unique là, ce qu'on constate, c'est qu'on a de la circulation qui évite l'avenue Franklin-Roosevelt, qui remonte, je ne sais pas pourquoi ils font ça, hein, pour éviter, j'imagine, les embouteillages, le carrefour de l'Athénée de Rixensart, mais ils trouvent ça drôle de remonter la colline du Glin, d'emprunter rue de la Grande Bruyère et d'aller à gauche vers l'Athénée. Puis d'autres problématiques au-delà de cette vitesse et une importante problématique est le fait que ce soit mis à sens unique. Il y a au moins 3 maisons pour lesquelles on peut dire qu'ils n'ont plus accès à leur entrée parce que la rue est étroite et le fait de ne pouvoir circuler que dans un sens, ils ne savent pas manœuvrer pour rentrer dans leur entrée personnelle. Donc il s'agit, je crois que je peux les citer, du numéro en tout cas 13 à ma connaissance, 25 et 10. Le 10 c'est, mais il a une grosse camionnette et donc ça l'embête parce que voilà, mais bon, il y a moyen. Bon, alors une problématique aussi soulevée était le fait que la rue avait été mise en circulation locale les dimanches, une fois sur 2 je pense, dans la rue derrière chez nous, la rue Denis de Custer. Bon, je me demande, le dimanche, c'est vrai que si on met les barrières pour que les enfants puissent jouer dans cette rue-là, par où les habitants de la rue de la Grande Bruyère peuvent accéder? Probablement en faisant tout le tour, c'est vrai, mais c'est peut-être pas non plus logique. Donc aux heures de pointe, je vous ai signalé le trafic quand même assez, je travaillais de chez moi cet après-midi, quand même assez effarant, on les entend passer pour une petite rue comme ça, voilà. Maintenant, il y a deux choses encore importantes à dire, c'est les carrefours dangereux. Au bout de la rue de la Grande Bruyère, jonction avec la rue Paul Nicodème, il y a un carrefour où on n'a aucune visibilité, on est obligé d'avancer pour voir ce qui se passe à droite et descendre vers l'avenue Franklin-Roosevelt. Là, évidemment, si on fait un jour sens unique définitif, il y a un problème de parking, parce que parfois on doit carrément manœuvrer en avant, en arrière pour pouvoir passer, puisque certaines voitures se garent encore comme avant et empêchent d'accéder par là. Il faut dire que, aussi, je veux dire de manière coutumière, les gens avaient l'habitude de rejoindre Genneval en descendant la colline du Glin. Actuellement, ils ne savent plus le faire puisqu'on a mis notre rue en sens unique. Donc voilà, ce carrefour-là. Le carrefour juste après, donc rue de la Grande Bruyère, l'autre tronçon avec la chaussée principale. Celui-là, c'est vraiment une catastrophe. Il y a des accidents, mais il n'y a pas de visibilité. Et alors l'autre, quand on descend vers les papeteries, celui-là, il est très dangereux aussi, il faut se dépêcher. Et donc finalement, c'est source vraiment d'accidents potentiels. Donc juste à titre illustratif, ce qu'on a pu constater, mais on ne fait pas exprès, hein, mais c'est tellement les camions passent, il y a un chantier au début de l'autre rue, 4 maisons sont en train de se faire construire, et les gros camions Holcim avec son béton, et les gros camions à double morceau, je vais carrément vous montrer une photo, ils doivent travailler au début de la rue, mais après ils sont dans le sens unique, donc qu'est-ce qui se passe? Ils empruntent, parce qu'ils ne savent pas tourner au bout de la rue, ni à gauche ni à droite, ils sont trop longs, alors ils prennent la magnifique pente de la rue de la Grande Bruyère, et vendredi, ça s'est passé, il a carrément bouché ce camion, c'est moi qui le suivais, il a bouché la chaussée. Et bon, il n'y a pas eu d'accident, voilà, mais c'est dangereux. Donc voilà.
Et dernière chose, oui, la rue Denis de Keuster, quand il y a un gros camion de mazout qui vient, ça n'arrive pas souvent, hein. Il y a beaucoup de gens qui se chauffent au gaz, hein. Mais oui, alors les voitures, elles ne savent pas faire demi-tour. Si, elles doivent faire marche arrière, mais voilà, bon, vous voyez, j'imagine ce que je veux dire. Et donc, pour conclure, je ne crois pas que le stationnement obligatoire, en tout cas dans la rue de la Grande Bruyère, est une solution. Je ne crois pas non plus que le sens unique soit une solution. Je pense que faire ça et reporter le problème à d'autres rues. Je sais aussi que la chaussée du rond-point, à partir du rond-point du cinéma de Rixensart jusque la rue de la Grande Bruyère, est censée être aménagée par la région wallonne. J'imagine que ça va être fait en tenant compte du fait que le carrefour de la télé de Rixensart est très dangereux. Et donc moi, la solution que je vois, c'est ne pas faire justement garer les voitures du même côté, mais là, aux pauvres malheureux petits endroits où on peut le faire, c'est-à-dire entre le numéro 29A et le numéro 31, il y a moyen de garer 3 voitures de l'autre côté de la chaussée, sans créer de problèmes pour faire circuler les autres. Et aussi au niveau du 15, il y a moyen de mettre une voiture. Et ça forcerait, comme certains riverains de la rue du Patch ont dû un jour le demander, à ce que les gens qui empruntent la rue et qui n'ont rien à voir avec la rue de la Grande Bruyère soient ralentis par, pas des chicanes, j'ai envie de dire, coûteuses pour la commune, ni des poteaux, mais des emplacements de parking. Bon, après, je ne sais pas si c'est faisable d'un point de vue respect du code de la route, mais voilà. Merci, vous êtes tout juste dans les temps. Pour vous asseoir, on vous en prie, merci beaucoup. Monsieur Garni va vous répondre. Donc d'abord, merci de votre intervention constructive. Effectivement, nous avons eu avec plusieurs d'entre vous des échanges suite à la mise en place de cet essai. Et il est clair que les réactions, le nombre de réactions invite à la réflexion, c'est sûr. Et c'est par ailleurs, je dirais, le but d'un essai. Alors, n'ayant pas en charge la mobilité avant le début de cette année, fin de l'année passée, j'ai quand même été voir un peu d'où venait cette demande, parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui s'est réveillé un jour en disant je vais faire un essai dans la rue de la Bruyère et dans la rue de Keuster. Et c'était un peu, en fait, suite aux réunions citoyennes qui avaient eu lieu en 2016, il y avait eu des points qui avaient été notés dans les rapports concernant cette problématique que vous avez très bien souligné, qui est pris dans le courrier d'étroitesse des trottoirs, avec les piétons qui devaient aller se mettre sur la rue. L'étroitesse des trottoirs qui faisait aussi que, enfin l'étroitesse des trottoirs d'une part, dangereux pour les piétons, l'étroitesse des chaussées qui rendait les croisements difficiles d'une part et qui poussait les gens à se garer sur les trottoirs, et ce de manière non autorisée. Donc, je veux dire, le stationnement sur le trottoir avant l'essai qu'on a fait ici, puisqu'il est accompagné aussi de la possibilité, avec la signalisation requise, la possibilité qu'ont les voitures de se garer sur le trottoir. Donc avant ça, je dirais les voitures étaient en infraction. Donc on était là dans un imbroglio, si je puis dire, qui faisait qu'il y avait une nécessité d'intervenir. Alors, c'est le service mobilité, le collège en prend la responsabilité, bien entendu, hein, mais c'est le service mobilité qui a étudié la question et qui a fait une proposition au collège qui était, plutôt que de continuer dans les deux rues à circuler en double sens et rendre ces croisements difficiles, c'était de faire une sorte de giratoire avec les deux rues, avec un sens unique dans un sens et un sens unique dans l'autre. Alors, bien sûr que malgré les études qu'on puisse faire, et études sur le terrain, études sur plan, et c'est là la difficulté de tout ce qui est mobilité, c'est quand on touche quelque chose quelque part, il y a des effets ailleurs. C'est presque la mécanique des fluides. Et il y a certainement un effet non désiré, et vous l'avez très bien souligné, qui est apparu lors de cet essai-ci, c'est la grande vitesse rue de la Bruyère. Outre, je dirais, un nombre de voitures plus important, c'est la grande vitesse. Et on sait que c'est le risque d'un sens unique, c'est d'avoir une vitesse plus élevée.
Alors je pense que la suggestion, et je viendrai après sur les étapes suivantes de cet essai, la suggestion par exemple de mettre des obstacles limitant la vitesse, et là on peut y revenir, on en a mis d'ailleurs rue de Rheux, on en a mis un pour le moment, mais on en a mis rue de Rheux. C'est le but de ce type de chicane, c'est de réduire déjà la vitesse. En tout cas, c'est une chose. Alors, donc, effectivement, ce point a été étudié et il a été proposé comme tel, comme vous le vivez aujourd'hui. On comprend bien qu'il est loin d'être parfait. Enfin, la solution est loin d'être parfaite, compte tenu des réactions et compte tenu de ce que les gens vivent sur le terrain. Et vous êtes les mieux placés, je dirais, pour en voir les conséquences, même si nous passons régulièrement dans ces rues également. C'est les habitants, les riverains qui sont les mieux placés pour en mesurer les conséquences, à l'exception peut-être des comptages qui sont un peu plus systématiques. Donc on fait des comptages, on fait des mesures de vitesse, etc. Parce que l'observation, ça reste de l'observation, mais sans contestation pour autant, ça reste de l'observation. Alors, en ce qui concerne l'essai, bien, comme son nom l'indique, c'est un essai, et je sais qu'il a été un peu mis en question en disant mais c'est pas un essai parce que il y a des panneaux qui sont déjà plantés dans le béton. Mais il faut savoir que si on se contentait de mettre simplement des barrières radars, et on voit avec nos obstacles aussi qu'on met lors des essais, c'est que ça ne prend pas 2, 3, 4 jours pour que les barrières soient bougées et pour que tout soit mis en désordre. Et donc, je dirais que c'est facilement réversible malgré tout le fait qu'on ait fixé ça de manière un peu plus solide. Alors, la procédure, et je pense qu'on n'a pas été assez clair dans le courrier qu'on a adressé aux riverains, parce qu'on a bien expliqué que c'était un essai, on a bien expliqué les tenants de cet essai. Maintenant, je pense qu'on n'a pas été assez clair, on l'a fait dans d'autres cas, mais pas dans celui-ci, sur la suite de la procédure. Donc, c'était effectivement, on dit que le service mobilité se tient à disposition, mais ça me paraît peu précis. Effectivement, c'est de récolter le feedback, et c'est ce que vous faites ici lors du conseil, c'est ce qu'on reçoit par courrier, par mail, par messenger, etc. Récolter le feedback, en faire une synthèse, et surtout quand le problème devient un peu plus épineux, mais presque systématiquement, faire une réunion publique. Alors je ne peux pas dire que l'interpellation ici était inutile, parce que c'est une forme de réunion publique, il y a pas mal d'habitants du quartier qui sont présents, mais on fera cette synthèse et cette réunion publique pour ensuite conclure et déterminer ce qu'on met en œuvre effectivement. Alors, il y a une chose aussi qui est peut-être importante, c'est qu'on a parlé d'un essai de 3 mois. Il est clair que si cet essai engendre comme vous parlez de la vitesse notamment, engendre des conséquences qui sont nuisibles ou trop nuisibles, on peut interrompre cet essai avant les 3 mois. Et si toutes les observations sont faites, bon ça fait un petit mois maintenant que ça a été mis en route à peine, on peut interrompre cet essai et anticiper les conclusions et les mesures de correction, voire une marche arrière complète. Mais il faut aussi, et on réexpliquera, je pense qu'on sera aussi plus précis, plus clair lors de la réunion publique, on expliquera un peu mieux et dans le détail quels étaient les tenants, à quel problème c'était censé répondre, et voilà, et la solution apportée, ça vous l'avez vu maintenant, et si ce n'est pas une solution, ben voir quelle solution on peut apporter et quelles mesures de correction on peut effectuer. Moi je dirais ça c'est pour l'essentiel. Mais rassurez-vous, le collège n'a pas l'intention de faire le bonheur des gens malgré eux et n'a pas pour vocation de mettre sa population en difficulté et en péril. Ça, c'est tout à fait clair. Ben, j'en suis persuadée. Donc, merci donc, pour vos notes. Je n'ai pas de remarques additionnelles à formuler. J'ai tout dit, donc je pense que c'était clair que je pense pas du tout que le sens unique soit une solution et qu'il y en a d'autres. Voilà. Par contre, je rajouterais que c'est vrai, vous venez de le mentionner, quand on prend une décision dans une rue, ça percole dans une autre, et à un moment donné, bon, si on devait vraiment en arriver à des solutions de mise à sens unique, il faudrait vraiment réanalyser ça et voir comment, parce que là, pour le moment, c'est pas du tout l'idée. Merci. De toute façon, on va avoir maintenant nous sommes pas en conseil communal. Il y a la question posée. Mais j'allais le dire. Et donc, en fait, on a une interpellation de
Monsieur Loès, conseiller communal, et on vous propose de faire passer cette interpellation en premier, mais dans la séance du conseil communal. Donc ici, c'était le public, enfin, c'était vous qui aviez la parole. Maintenant, on rentre dans le conseil communal, alors maintenant, c'est un débat au conseil communal. Ça va? Donc, vous pouvez rester pour tout le conseil, mais notamment pour celui-là, parce que vous êtes intéressé au tout. Voilà, on va commencer la séance exceptionnelle du conseil communal. Donc, je vais donner la parole à M. Loès en priorité. Je vous remercie, Madame la Journée, d'avoir bien voulu lier les deux. Mais je ne serai pas long parce que je crois que tout ou à peu près a été dit. Je crois qu'il faut vraiment remercier la personne qui est intervenue parce que ça, je crois, vraiment permis d'éclairer les choses. Les questions que nous voulions poser ressemblent un petit peu à celles qui ont été posées par Madame. Et je voudrais en fait simplement dire que je crois qu'il y a deux leçons à tirer de cet essai. La première, c'est qu'on a quand même tout intérêt, même pour quelques rues, à consulter les riverains avant de passer à l'acte. Et d'ailleurs, c'était les conclusions, je crois, de ce qu'on a vu, du groupe de travail mobilité qui a discuté de cette mise à l'essai. La conclusion du PV de séance était, avant toute mise à l'essai, une information préalable des riverains est indispensable. Donc, je crois que c'est la première leçon. On gagne toujours à demander l'avis et se concerter avec les riverains pour de tels problèmes. Et la deuxième leçon, si vous permettez, je crois que, et ça a été très bien dit, il y a rarement des solutions ponctuelles. Toute en matière de mobilité, toute intervention à un endroit, on le sait, peut avoir des conséquences ailleurs. Et donc ça doit vraiment être étudié suivant une vision plus globale, au moins par quartier de toute façon. Voilà, je voulais simplement... Monsieur Garnier a répondu au fait à la question de savoir pourquoi c'était piqué des poteaux définitifs. Bon, ok, on a compris, mais c'était aussi quelque chose qui aurait pu être expliqué avant. Vous savez, vous en faites pas. Si c'est fiché dans le sol, c'est pas parce qu'on voudrait que ce soit définitif, c'est juste parce qu'on ne voudrait pas que ça soit enlevé tout de suite. Voilà, bon... Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, mais de toute façon, je pense qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. En tout cas, au niveau de la communication, on va encore plus expliquer en mettant peut-être plus en avant certaines choses aussi citoyennes. Et vous avez raison. Mais on n'est pas encore parfait. Voilà, monsieur. Je voulais ajouter qu'on se rend bien compte qu'avec cette décision, mais il y a bien évidemment la volonté d'améliorer les choses. Ça tombe sous le sens. Mais c'est vrai qu'il est encore de mettre au plus vite en place ce plan communal de mobilité qui semble essentiel pour pouvoir voir chacune des rues dans un ensemble et ne pas prendre des mesures les unes après les autres. Donc on insiste encore aujourd'hui, je dirais, pour que ce PSN puisse être établi au plus vite avant d'en donner d'autres décisions. Monsieur Bernier, donc, nous y travaillons, c'est déjà chaud. Parce que c'est pas un exercice simple. Et je voudrais quand même préciser aussi, et ce serait intéressant que vous consultiez le plan intercommunal de mobilité précédent, si je puis dire, c'est intéressant, parce que d'abord il y a beaucoup de choses qui restent tout à fait pertinentes aujourd'hui, et donc le travail qu'on effectue aujourd'hui, c'est évidemment de refaire un tour d'horizon, de revoir ce qui a été mis dans le plan, les plans, parce qu'il y a un schéma de structure, enfin il y a toute une série de documents de référence, et on y travaille, oserais-je dire, d'arrache-pied. Mais effectivement, mécanique des fluides et autres choses font que, effectivement, quand on touche à un côté, ça a très vite des impacts de l'autre. Et le rapport des services mobilité qui nous a été fourni cet été étudiait, si ça peut vous rassurer un tout petit peu, le quartier dans son ensemble. On a parlé de Dreux, c'est la raison pour laquelle notamment le premier obstacle a été mis. Ce fait que les malandrins ont mis le feu à notre réserve de plots en plastique là, derrière, près du chemin de fer. Et donc on s'est retrouvé à court de blocs et on en a recommandé
demandé, mais néanmoins, ça avait été étudié, en tout cas sur l'ensemble du quartier, et c'est la raison pour laquelle les deux rues avaient été mises en sens unique de cette manière-là. Donc j'entends que ça provoque des problèmes au carrefour, etc. On découvre nous-mêmes encore des choses aujourd'hui, mais le quartier avait été étudié dans son ensemble. Et pour le reste, le plan global de mobilité, je dirais, remis à jour, le plan intercommunal de mobilité qui adresse toutes ces problématiques, ben c'est de fait un exercice qui n'est pas simple du tout. Mais c'est pas parce que c'est pas simple qu'il ne faut pas le faire. Madame Bourgeot, je suis un peu concernée, je suis riveraine de la rue de Bethel. Pour moi, c'est assez illustratif d'un souci et c'est pour donner un exemple par rapport à ce que Philippe Lowers a dit. Une consultation préalable est essentielle parce qu'il y a eu un problème qui était mentionné dans la lettre qui est la vitesse par rapport notamment aux piétons et au parking sur les trottoirs, mais ce n'était pas le seul problème dans cette rue. Donc ici, en fait, une consultation aurait pu permettre d'avoir une vision globale des problématiques des riverains dans ces quartiers, puisqu'ils sont liés. C'était clair qu'un sens unique dans un sens avait créé du transit dans l'autre rue, ça c'était assez évident de prime abord, mais c'était l'occasion de rassembler toutes les problématiques pour la rue, des personnes, des riverains qui ne sont pas spécialement modestes, d'aller exprimer leurs problématiques et leurs difficultés et de trouver des solutions qui répondent à ce moment-là à l'ensemble des problématiques. Parce qu'on se situe à l'heure actuelle dans une rue où en quelques semaines on a un sens unique, un parking autorisé sur les trottoirs et une interdiction de parking sur 10 mètres. Si on rassemble tout ça ensemble et on en discute à un moment donné, je pense que ça permet d'avoir au moins cette vision globale pour le cas. Monsieur Loer, ça veut bien dire. C'est pour illustrer, j'ai dit là, c'est pour illustrer. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Petit-Bastien? Juste mentionner qu'en page 9 du schéma de structure communale, on parle des questions de circulation, le trafic interne au quartier, quand on va dans les voies de distribution, les caractéristiques, il est bien mentionné, vitesse maximale autorisée 30 km/h dans les centres et les quartiers ou à proximité d'équipements qui le justifient, tels que des écoles, sauf là où les conditions locales autorisent une vitesse supérieure. Donc moi je plus vois évidemment qu'on est très en faveur de 30 km/h. C'est clair que dans ce quartier, il faut absolument l'envisager. Et prendre des mesures en effet de quinconce. Ça va être étudié, il va être étudié. Je pense que d'abord la réunion publique avant la proposition. Oui. Comme Il faut d'abord entendre. non, mais c'est une proposition de riverain, donc j'en veux déjà en sciences publiques. Mais simplement pour dire que j'entends bien que M. Garnier revienne sur le plan communal de mobilité, mais on a aussi cette matière qui est là et on devrait valoriser beaucoup plus. C'est ce que j'ai dit. J'ai Oui, plusieurs recommandations. D'accord, donc en fait tout le monde est d'accord. On est tout à fait. Ok, d'accord. Donc je vous remercie. Donc nous allons passer au premier point du conseil communal. Oui, mais c'est pas c'est un peu tout l'équilibre qu'on a trouvé entre des demandes ponctuelles qui sont quand même nombreuses au quotidien, il y a pas mal de courriers qui arrivent auxquels il faut répondre, rester sans réponse, et en même temps, cette vision d'ensemble est essentielle aussi. Donc peut-être de mettre trop dans la précipitation, effectivement, de moyens que nous mettons en œuvre, mais on ne peut pas non plus rester sans réponse définitive, parce que c'est vrai que c'est pas toujours, voilà, donc effectivement, il faut trouver cet équilibre-là, et ce qu'on me remarque, il y a l'intervention très constructive, je ne sais pas. Et donc, voilà, nous, à prendre des réflexions par rapport à ça. Je pense que pour conclure, les essais sont des essais. Et donc, ce qui est intéressant dans les essais, justement, quand ça ne marche pas bien, c'est de voir ce qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est vrai qu'on a des interpellations, comme dit M. Berthet, de certains citoyens qui voudraient qu'on fasse justement ce genre de choses. Donc, faire un essai, je pense, c'est justement montrer ce qui va et ce qui va. Donc, on va en tenir compte, bien sûr, et essayer de s'améliorer. Voilà, je vous remercie. On va passer maintenant au premier point du conseil communal, qui est l'instauration d'un régime de pension complémentaire pour le personnel contractuel, recours au marché cadre de l'ONS-APL. Je vais peut-être attendre s'il y a des personnes qui veulent partir. Voilà. Je vais attendre quelques secondes. Donc, dans la déclaration politique communale, la gestion des ressources
lui-même était une de nos priorités et une de nos trois lignes de force. Alors, la première, c'était la révision du statut pécuniaire qui est déjà passée en conseil communal. Et maintenant, on s'attaque à un deuxième point qui est l'analyse d'avantages pour le personnel et notamment le deuxième pilier, c'est ce qu'on propose ici, qui était en fait tout à fait privilégié par les syndicats. Alors le programme stratégique transversal traduit la volonté de cette déclaration politique communale et la met en pratique ici pour le volet interne. Donc je voudrais insister sur une phrase. Ça doit rester ouvert. Ce que je voudrais redire, il y a une phrase qui était dans la déclaration politique communale, c'est alors que la déclaration politique communale indique la destination finale, c'est-à-dire l'objectif qu'on veut atteindre, le programme stratégique transversal organise le voyage pour y parvenir, donc objectif opérationnel et les actions. Et aujourd'hui, c'est le deuxième pilier. Je vais passer la parole à M. Pirard. Je vais faire une petite présentation parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est quand même un petit peu technique et bien spécifique. Le domaine des pensions est bien complexe. C'est un domaine qui est toujours en évolution et donc je me suis permis de juste faire un petit agenda de cas législatif, de résultats financiers, d'impact public sans salaire, le cours à la centrale marchale de l'ONSAPL et les conclusions à laquelle on pourra arriver aujourd'hui. Le cadre législatif, bon, ça remonte à une loi de 1933, on est pas nombreux dans la salle à être déjà nés, mais c'est simplement, ça proclamait également l'autonomie communale et en matière de pension, grosso modo dire que les statutaires, ici, c'était à charge de la commune. Deuxième chose, la loi Willox, on monte en 1993, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on parle des 4 régimes de pension et des 5 pools au niveau du secteur public. Pourquoi ça sont important? Parce qu'en fonction du pool dans lequel on est, le pool 1, en l'occurrence dans l'administration communale de Rixensart, il y a un taux de cotisation qui est différent. On va tendre à harmoniser ça pour que tout le monde ait le même taux, mais par exemple la police intégrée dans le pool 5 et des choses ainsi. Certaines réserves ont été constituées bien sûr avant 1993, et donc pour l'instant on est occupé à les manger, à les épuiser pour diminuer les cotisations, ce qui est le cas par exemple de Rixensart. Alors, je ne vous apprendrai rien. Il y a un gros problème de financement des pensions dans le secteur public. Il n'y a pas dans le secteur public que c'est le problème. Un régime de répartition, ça veut dire quoi? Grosso modo, que ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent les pensions pour les pensionnés d'aujourd'hui. Et donc, d'un côté, on a des actifs, principalement qui ont été des contractuels, qui ont un taux de cotisation qui est plus faible, qui ont été nommés plus tard dans la vie, et des administrations publiques, que ce soit locales, que ce soit des CPS, des communes, des provinces, qui nomment de moins en moins, mais évidemment, il y a de moins en moins qui rentrent dans la balance. D'un autre côté, on a des retraités, s'ils ont été nommés très tard, ils ont cotisé très peu, mais ils ont quand même une pension avant sur l'entièreté de la carrière. Maintenant, c'est réduit depuis 2017. On faisait ça sur les 5 ou les 10 derniers salaires par rapport à une carrière complète, donc évidemment, ça a un impact par rapport à ça. On a les arrivées du papy boom, où il y a quelques années, on nommait énormément dans le secteur public, mais tous ces gens-là sont maintenant dépensionnés. Et on a aussi, il ne faut pas s'en cacher, l'espérance de vie, qu'on peut s'en réjouir, mais l'espérance de vie qui s'allonge, et donc de facto, on a beaucoup plus de retraités, des retraités qui vivent de plus en plus longtemps. Alors tout ça nous amène, évidemment, les politiques ont déjà essayé de réagir à cette problématique. Le premier, c'était Michel Dardenne, avec ce qu'on a appelé la loi Dardenne, pour le financement pérenne des pensions. On arrive en 2011, il y avait 3 grandes idées derrière, la cotisation de base, la cotisation de responsabilisation et la cotisation de régularisation tardive. C'est la dernière que j'ai mise, je l'ai mis entre parenthèses, tout simplement parce que c'était pour lutter contre les gens qui étaient nommés très tard et donc qui n'avaient pas cotisé sur l'ensemble de leur carrière. Ce qui voulait dire que les communes, les entités publiques qui faisaient ça, eh bien, d'un côté, ils demandaient beaucoup à la collectivité des autres par rapport à la personne qui allait pouvoir bénéficier d'un plein pot dans leur pension. Je l'ai mis entre parenthèses parce que depuis le 1er décembre 2017, la cotisation de régularisation tardive n'existe plus, puisqu'on a eu les carrières mixtes qui sont mises en place, mais je reviendrai après. Les cotisations de base, c'est un principe de solidarité. L'idée, c'est d'avoir 41% et demi partout.
Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs pools, c'est le cas du pool 1 au niveau de la commune de Rixensart. Il y a encore des réserves, et donc on ne paye que 38% et demi sur les charges des statutaires, des personnes qui sont nommées maintenant, pour alimenter le fonds. Ça va augmenter, c'était dans la DPR, à 41,5, c'est déjà ce que font les 4 autres pools, et en 2022, on sera à 43%. Donc charges supplémentaires également pour les entités locales. Et la deuxième chose, c'est la cotisation de responsabilisation, qui était une nouveauté qui avait été imposée par la loi d'Ardenne. C'est simplement mettre un coefficient de responsabilisation qui fait la différence entre les charges de pension et les cotisations de pension de base. Donc entre ce que, dans le cas de Rixensart, entre ce que coûtent les pensionnés de Rixensart et ce que Rixensart met dans la manne du pool 1 pour payer ses pensions. Et donc, à l'heure actuelle, le coefficient de responsabilisation est à 50%. La DPR prévoit de le passer à 62 en 2022, 73, 75 et voire 100% de responsabilisation en 2025. Ce qui veut dire que, si on prend l'exemple de Rixensart et de sa commune qui est responsabilisée pour 2018 à 260 000 €, ça veut dire qu'en fait, elle a un déficit de 520 000 € dans la balance par rapport à ça. Si on était dans un statut quo en 2024, ça nous coûterait déjà 130 000 € de plus, on serait à quelque chose comme 390 000 € si on ne réagit pas, ou si on ne fait pas quelque chose par rapport à cela. Donc, coût également supplémentaire pour les finances communales. Loi sur les pensions mixtes, un peu plus récent, on rentre dans tout ce qui est les décrets de but et tout ça. Qu'est-ce qui était prévu? L'intervention financière de l'État, c'était par rapport à la modération salariale, qui tourne aux alentours de 320 millions d'euros, 38%, soit 121 millions consacrés uniquement, 121 millions par an qui sont consacrés uniquement au financement des pensions locales, donc le fédéral qui intervient un peu. L'instauration d'une carrière mixte qui vient arrêter la position de régularisation. Carrière mixte, donc ça veut dire que toutes les personnes qui travaillaient avant comme contractuels, presque comme contractuels, ils auront une carrière de contractuel, donc un salarié tout simple, classique. Par contre, ceux qui sont nommés à partir du 1er décembre 2017, ils auront une pension de statutaire, mais uniquement sur la période qui est après le 1er décembre 2017 et parce qu'on a fait de la carrière. Et donc, c'est un peu plus logique puisque ceux qui cotisent pour les contractuels restent dans le pot des contractuels, le premier pilier classique. Ceux qui cotiseront donc pour les pensions des personnes qui sont nommées rentreront dans le pot des personnes nommées. Et donc, comme ça, c'est un moyen aussi de diminuer la fuite, on va dire. Dernière chose, le paiement avancé et mensualisé de la cotisation de responsabilisation. Je vous ai dit 290 000 € que ça va coûter pour 2018 à la commune de Rixensart. La seule chose, c'est qu'il y a un décalage, c'est qu'on a reçu, il y a à peu près un mois et demi, je pense, au niveau de la commune, le montant exact de ce qui allait être fait. Mais c'est payé sur 2019. La seule chose, c'est qu'il y a une volonté d'un niveau plus haut de rattraper ce décalage temporel. Et donc, en 2020, il y aura 80% et plus 100% de responsabilisation de 2019, mais déjà 40% de 2020. Et si on reprend, on a les 40% vont avec les 60% là, donc chaque fois il y a un décalage. Mais donc, grosso modo, si on reste à cotisation de responsabilisation constante, on va passer à plus ou moins 120% dans les prochaines années. D'où coûts supplémentaires également pour les entités communales et locales, provinciales également sont concernées par ces choses-là. Alors, par rapport à ça, on a reçu aussi récemment 2 incitants financiers. Un du fédéral, un de la région wallonne. Le premier du fédéral, qui vaut à partir du 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée. 1er janvier 2020, on l'aura. C'est pour ça qu'on propose d'ailleurs un effet rétroactif à partir du 1er janvier 2019 dans le cas des cotisations, parce qu'il faut un an complet pour l'avoir, cet incitant fédéral. C'est pour les APL, donc les associations provinciales et locales responsabilisées, donc uniquement pour ceux qui sont responsabilisés. J'ai parlé de la commune, le CPS pour la première fois est responsabilisé cette année-ci. On a concurrence de 26 000 € également pour le CPS. Avant, il n'y avait rien du tout. Pour ça, il faut au minimum prévoir un plan pour les contractuels de 3% du salaire. On a droit à 1% en 2019, 2% en 2020 et 3% en 2021. Et quel est l'incitant? C'est simplement 50% du coût du plan, donc ce qui sera mis en place, ça coûtera 50% et ça viendra en déduction de la cotisation de responsabilisation. Au niveau de la région wallonne, là c'est différent, c'est au niveau de tous les pouvoirs locaux, aussi bien responsabilisés que non responsabilisés.
Par contre, c'est valable que 3 ans, 2019, 2020, 2021. Et il y avait une obligation de disposer d'un rapport financier et actuariel par un expert externe. Donc on était obligé de faire appel à un expert externe qui a fait l'étude et qui nous a remis rapport il y a aussi un petit mois, je pense. Quel est l'incident de la prime? Ici, c'est grosso modo, on a 50 points de base, on a 50% de la masse salariale, 25% de 2% et 15% des 3% de la masse salariale, donc 0,45, on est quasiment 50 points de base en 2021, avec un plafond de 198 € par équivalent temps plein. Et, conclusion importante, c'est qu'il faut que le régime et le contrat soit signé avec une des deux institutions avant le 31 octobre 2019, et il faut que ce soit envoyé à la DGO5 avant cette date-là. Raison pour laquelle on a fait également un conseil extraordinaire aujourd'hui, parce qu'on avait peur, parce qu'en fait, il y a une association momentanée entre Belfius et ETIAS. La seule chose, c'est que ça part à l'ONSSAPL, et puis après, eux vont nous désigner si c'est Belfius ou ETIAS avec qui on a affilié. C'est le même produit, c'est les mêmes garanties. La seule chose, c'est qu'ils ont dit que c'était 50% du portefeuille chez chacun d'entre eux, évidemment. Et donc, ça prendra peut-être un petit peu de temps pour avoir l'aller-retour. Et comme on voulait être sûr, et le directeur financier voulait être sûr d'avoir une marge par rapport au conseil qui était prévu initialement dans 10 jours, on a avancé ce conseil-ci. Alors, au niveau de l'impact pour X-Sensable, c'est quand même ça qui nous intéresse aussi. Ça, je remercie le directeur financier d'avoir fait les calculs et les estimations, parce que je sais qu'il travaille beaucoup en ce moment entre les MB, les taxations, les seconds piliers et les projets de budget. Il ne s'ennuie pas trop dans son bureau en ce moment-ci, donc je le remercie par rapport à ça. Donc, grosso modo, au niveau des dépenses, baisser les primes, c'est 1%, 2%, 3% de la masse salariale, en tenant compte des 8,86 de cotisation NSS également en plus. Les recettes de la région, c'est ce que je vous ai dit, donc les grosso modo 50 points de base plafonnés à 198 € par équivalent temps plein. Ce sont les mêmes et ça dure pendant 3 ans au niveau de la région. Au niveau de l'incident fédéral, je vous l'ai dit, un décalage d'1 an, puisque ce ne sera qu'à partir du 1er janvier 2020. Et ces 50%, donc les 37 305, sont les 50% des 74 000, des 76 des 152 000, ainsi. Et donc on arrive, on va dire, à 45 000 € de charges la première année pour la commune de Rixensart, 85 en 2020 et on sera à 127 000 en 2021. On passera plus aux alentours de 150 000 en rythme de croisière, puisque les 30 000 € de recettes des primes régionales n'existent plus, puisque c'était uniquement pour 3 ans. Alors ça, c'est l'assistance évidemment pour les communes. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'assistance pour les contractuels. Qu'est-ce que ça va vraiment leur apporter au but? J'ai pris des personnes qui sont âgées de 25 ans dans le tableau du dessus, 45 ans dans le tableau du bas. Simplement, c'est pour avoir une carrière complète de 40 ans ou de 20 ans, en supposant, faisant très simple, que la pension est à 65 ans. On ne va pas complexifier, mais on verra bien dans 50 ans. Ce que j'ai pris, c'est des niveaux A1, B1, B4, A1, donc un universitaire, un gradué spécifique, s'il y a un comptable par exemple, un secondaire supérieur et un A1, c'est le cas d'un ouvrier. Ça va vous donner un peu le niveau au niveau de l'administration. Les capitaux qui sont obtenus à 65 ans, capitaux qui sont obtenus avec une cotisation de 3% chaque année, des frais de gestion de 0,98, une indexation des salaires de 2%, et une capitalisation des réserves, on va dire, en 55, ce qui est fait dans le modèle de base de la communauté. Et à côté, vous avez les rentes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Vous voyez que en partant du même capital, c'est normal de cotiser de la même façon. Les rentes ne seront pas les mêmes en fonction qu'on est un homme et une femme. Et tout simplement parce que, mesdames, vous avez une différence de vie plus grande que celle des hommes, et donc on divise par un dénominateur qui est plus grand que pour les hommes, et donc vous aurez moins en termes mensuels, mais vous devriez en profiter plus longtemps. Alors, ça c'est la théorie, bien sûr. Le recours à la centrale d'achat, je vous l'ai dit, c'était une association momentanée, ETIAS, DIB, donc Dexia Insurance Belgium, qui est devenue Belfius depuis lors. Ça a été fait en 2010. C'était prolongé il y a 2 ans pour encore 5 ans, donc on est tout à fait dans le marché. C'est pour l'ensemble du personnel contractuel, pas de distinction, on ne peut d'ailleurs plus en faire entre les employés et les ouvriers, qui sont sous contrat de travail pour l'administration et pour lesquels on paye de l'ONSS sur leur salaire.
Financement patronal uniquement, donc si les employés voulaient participer, voulaient cotiser également, ils ne peuvent pas le faire. C'est un des problèmes, un des petits inconvénients du produit. Gestion en branche 21, donc par rapport à la branche 23, on est au niveau de la garantie aussi bien au niveau du capital que des intérêts. Le versement d'une rente à partir de 65 ans, c'est ce que je vous ai montré, donc tout est calculé, on arrive à un capital et ce capital est converti en rente aussi bien pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a pas le choix, c'est une rente, on ne peut pas choisir un capital. Et il y a une couverture d'essai avant 65 ans, mais c'est uniquement avant 65 ans. Donc, quels sont les principaux avantages? Parce que je pense qu'il faut parler des avantages, je vous montrerai aussi les inconvénients. Ben, le marché cadre, on n'a pas dû passer par des marchés publics, tout était déjà fait. On pouvait directement souscrire avec eux, tout était fait par rapport à cela. La perception directe des cotisations de l'ONSS et vous pouvez mettre le transfert de données via la banque Carrefour de Sécurité sociale. Pourquoi c'est important? Ça veut dire que toute la gestion, il ne faut pas oublier non plus que mettre un plan de pension c'est beau, mais s'il faut mettre les affiliés, leur envoyer des fiches de pension et des choses comme ça, si on le fait en interne, ça veut dire que le service du personnel va être surchargé avec une charge supplémentaire. Ici dans le programme, dans le projet, c'est donné au niveau de l'ONSS et c'est eux qui gèrent toute cette partie-là, donc pas de surcharge de travail pour cette chose-là, pour le personnel communal. Les frais de gestion, un peu moins d'1%, 0,98, qui comprennent également les frais de l'ONSS, qui sont relativement bas. Les frais de gestion, ça ne veut pas dire que si on paye 3% de frais de cotisation, de prime, ce n'est pas la commune qui va devoir payer 4%. Non, les 0,98 viennent en déduction, en fait. C'est un système un peu plus compliqué, mais sur les 3%, l'affilié va toucher 2,97 à peu près. Sur les 2%, il va toucher 1,98 et sur le 1%, il sera plus ou moins à 0,98%. Donc il n'y a pas de surcoût pour la commune, mais ça vient un petit peu manger, il faut être honnête, le capital et donc l'intérêt pour le travailleur. L'inconvénient, contrat cadre, donc c'est une proposition standard, donc grosso modo on ne peut pas changer la moindre ligne dans ce contrat standard. L'autre chose que j'avais dit avant, c'est vrai quand je revenais avant, à guider les marchés cadres, ça ne nécessite pas un marché public. Oui, on peut consulter au niveau marché public, la seule chose c'est qu'il n'y a que eux qui sont capables de rentrer un projet qui soit prêt pour le 31 octobre 2019. Donc on est un petit peu coincé, si on veut mettre ça en place, il n'y a aucune autre commune qui est capable de passer et qui a fait un marché avec d'autres fournisseurs parce que ce sont les seuls qui sont capables et qui ont le produit qui est déjà prêt pour la fin du mois. Aucune cotisation personnelle qui est possible, ce qui peut être dommage que certaines personnes pourraient vouloir cotiser via le plan de pension qui est mis en place via leur employeur, ça existe dans certains endroits. Ici, dans cette figure, ce n'est pas possible, c'est un peu dommage. La rente de survie, je vous en ai parlé, uniquement avant la pension, ce qui veut dire qu'après la pension, il n'y a rien du tout. Ça retourne dans le fonds de l'assureur. Ce qui veut dire, quand j'ai montré les montants, les capitaux qui ont été donnés, si jamais la personne décède après 65 ans et un jour, malheureusement, l'entièreté de son capital retourne chez l'assureur. Donc il n'y a rien qui va pour son épouse, il n'y a rien qui va pour les enfants. Donc ça, si c'est avant la pension, oui, après la pension, c'est un inconvénient, je pense. Et dernier, uniquement sous forme de rente, pas le capital. Ben, vous l'avez vu, ça peut être plus intéressant en cas de décès, mais c'est également les paramètres qui sont pris. Parce que vous avez vu qu'on a divisé par un dénominateur qui est plus important pour les dames que pour les hommes. On divise en 12e évidemment, mais par 26 pour les hommes, par 31 pour les dames. Ça veut quand même dire que si on prend une pension à 65 ans, ils estiment que l'espérance de vie moyenne est à 91 ans pour les hommes et à 96 ans pour les femmes. Quand on sait qu'en région Wallonne, on tourne plutôt à 82 ans d'espérance de vie, l'assureur se prend une marge certaine là-dedans. Il faut être tout à fait honnête. Même si on veut chipoter un peu, l'espérance de vie à la naissance, l'espérance de vie qu'on a 65 ans n'est pas exactement la même. On tend plus vers du 84-86 ans, mais grosso modo, l'assureur prend 10 ans de marge pour être sûr, en moyenne, je sais bien, par rapport au produit qui est proposé. Donc au niveau des conclusions, au mois de juin, on avait fait la demande d'une étude indépendante pour laquelle on avait consulté une dizaine de firmes et il y en a une qui était ressortie. On a eu un comité de concertation commune CPS le 26 septembre pour lesquels le comité a marqué son accord aussi bien pour le mettre au niveau de la commune que du CPS. Comité particulier de concertation et de négociation qui a eu lieu la semaine dernière avec les syndicats, qui l'ont approuvé à l'unanimité. On n'a pas encore eu le retour, sinon vous l'auriez eu exactement dans les faire, parce qu'on a
un des syndicats qui n'avait pas de délégation de signature, donc il devait retourner, mais il va nous le renvoyer courant cette semaine-ci, mais il n'y a aucune remarque de leur part. Passe aujourd'hui en conseil communal, on l'espère pour approbation. Pour information, le même projet passe au niveau du conseil CPS, puisqu'on avait décidé en comité de concertation de faire la même chose tant pour les contractuels de la commune que du CPS ce jeudi-ci. Et le 31 octobre, je vous l'avais dit, le dossier complet doit être rentré à la région wallonne. Alors, les axes de réflexion et propositions, ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est d'instaurer clairement un régime de pension complémentaire pour l'ensemble des contractuels, 1%, 2%, 3%. Pas travailler avec des cotisations de rattrapage dans le cadre de ce contrat, mais comme vous l'avez compris, si jamais on fait des cotisations de rattrapage dans ce contrat, ils viennent en plus du capital, et donc de nouveau, si la personne décède à 65 ans et un jour, ça retourne dans le fonds de l'assureur. Je ne pense pas qu'on soit là non plus pour alimenter les caisses à outrance des compagnies d'assurance. Donc, à l'heure actuelle, M. Van Emele, avec les nombreuses charges qu'il a déjà financières sur le dos, est occupé à travailler sur un plan de rattrapage, mais qui sera annexe. La seule chose, c'est que comme Rixensart, pas toujours les derniers, innove en tout cas, ça demande des tutelles d'approbation spéciale et des choses comme ça. Donc les démarches, en tout cas, sont en cours d'analyse et sont occupées à être faites par le directeur financier. Et le troisième axe, également, au niveau on a parlé des statutaires, il y a toute la politique de nomination aussi, qui est un axe qui est en cours aussi de réflexion, tant au niveau du collège de l'administration. Là, c'est plutôt le directeur général et sa directrice générale adjointe qui travaillent à l'heure actuelle sur le cadre du personnel, d'où découlera normalement une politique de nomination dans les mois, voire années à venir. Mais ça également, le PSC n'était peut-être pas abouti sur tous ces axes, mais il n'empêche que le travail est déjà fait et est déjà avancé plus loin que ce qui a été mis dans certains endroits du PST. Et donc ça, c'est trois choses qui sont en parallèle, mais qui ne sont pas possibles de présenter en même temps, parce que les deux derniers points, on n'est pas contraint par un délai de temps qui est le 31 octobre, donc fin de ce mois. Et donc voilà, comme conclusion un peu plus personnelle, je pense que j'ai essayé de vous présenter ça de manière la plus honnête possible, en tout cas avec les avantages et inconvénients, pour que vous puissiez prendre vos décisions en âme et conscience. Je pense personnellement qu'il ne faut pas se leurrer, ça coûtera de l'argent. De toute façon, qu'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien, ça coûtera de l'argent. La seule chose, est-ce qu'on veut le faire pour le pot commun ou est-ce qu'on veut plutôt fidéliser et faire ça pour notre propre personnel? Ça, c'est la question, je pense, qu'il faut se poser. Et juste pour terminer, vous avez reçu une nouvelle délibée sur votre bureau. Il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à celle que vous aviez. On a simplement corrigé certains, et c'est en gras dessus, les références pour mettre des lois plus récentes et des arrêtés royaux qui étaient plus récents. Et on a également rajouté la circulaire ministérielle de février 2019, qui était la deuxième circulaire ministérielle qui servit évidemment de présentation ici. Mais tout le reste, les chiffres et tout ce qui n'est pas en gras, reste exactement le même que ce que vous aviez dans votre farde. Voilà, j'en ai fini pour la partie explicative. Je vous remercie pour la brillante présentation, parce que c'est évidemment pas facile, et pas simple, mais en tout cas c'est le résultat d'un grand travail de l'administration, notamment de M. Van Emele. Donc, est-ce qu'il y a des questions du médium? Je ne vais pas retourner. Est-ce qu'il y a des questions qui se lancent? Monsieur Loët, je vais demander aussi, quand on pose une question, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui réagisse sur la question pour redire la même chose, si vous voulez bien. Monsieur Loët. Oui, j'ai des questions, puis j'aurai un commentaire après, si vous permettez. D'abord, les chiffres de rente. C'était à cotisation de 3%. Oui. Mais on commence à 1, puis 2, puis 3, puis ce sera 3. C'est 1 et 2% les premières années ne pénalisent pas. Au plus on donne, au plus ils auront, évidemment. Oui, enfin, ça peut être marginal. Sur la durée, je ne sais pas. C'est une première question. On n'a pas fait de simulation sur la différence. On a essayé juste de vous donner une idée. Ça va impacter, parce que ce sera 2% sur l'entièreté de la carrière. Donc c'est les années qui vont évidemment, qui vont être tout à fait honnêtes, c'est ça qui va mener. Les chiffres tiennent compte de 3%. Tout le temps. C'est comme ça, vous avez commencé 3% depuis la première année. Oui, c'est ça que je Ils sont un petit peu surfaits, si on veut. Ils sont meilleurs que ce qui est meilleur. Et c'est sur combien d'années
Sur le tableau du dessous, 40 ans et 20 ans sur celui du dessous. Donc j'ai commencé par quelqu'un qui avait un âge de 25 ans à l'entrée, qui n'avait pas d'un âge. 40 ans de... 25 ans. Maintenant, c'est des cas de figure où les personnes rentrent et n'ont qu'une expérience rentrent ici. Donc c'est pas, si commencent déjà à 6 ans d'anal, voilà, donc ils auront plus au début par rapport à ça. Donc c'est vraiment... C'est des rentes annuelles. Ce sont des rentes annuelles. Donc en fait, c'est le 327 qui est la première ligne par rapport aux 102. C'est les 102 divisé par 12, divisé par 26. Et par 31 pour les femmes qui vous disent. Je vous remercie parce que c'était une petite question de précision. Vous avez bien fait. Merci pour l'exposé parce qu'effectivement, je crois que c'était bien utile. Si vous permettez, j'aurais un bref commentaire. Parce que la problématique des pensions, c'était évoqué. Pour les communes, c'est évidemment un énorme problème. C'est un énorme problème. Je dois vous dire qu'à cet égard, je regrette un petit peu la minceur du document que nous avons reçu. On a reçu l'étude par la suite, un peu en retard. Enfin bon, heureusement, nous avons ici un exposé qui donnait un peu plus d'informations, mais c'est dommage qu'on ne les ait pas eues un peu plus tôt. Ceci dit, c'est un énorme problème. Le coût pour la commune, en 2019, l'ensemble des pensions statutaires plus la pension complémentaire pour les contractuels, c'est 800 000 €, d'après les chiffres de l'EPI. Ça va augmenter jusqu'à 1,5 million dans les années qui vont venir, puis ça va légèrement diminuer, mais au-delà de 2040. Donc, on doit s'attendre, effectivement, c'est une fameuse épée de Damoclès. Alors ici, je crois qu'effectivement, il faut faire cette pension complémentaire, on n'a pas le choix. Donc nous sommes tout à fait d'accord, évidemment, sur ce point. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le choix? Je crois que c'est essentiellement à cause de ce mécanisme de la pension mixte, qui a fait que beaucoup de statutaires, ceux qui seront nommés après 2017, verront leur pension nettement moins de ce qu'ils auraient eu s'ils avaient été sous l'ancien régime, où là c'était la pension statutaire pour toute leur carrière. Ici, ce ne sera plus que une partie de leur carrière, et ça a évidemment allégé le coût pour les communes. Mais en attendant, ça fait une sérieuse distorsion entre le personnel pensionné, les statutaires pensionnés. Et donc, ça a montré de manière flagrante cette disproportion entre la pension des contractuels et celle des statutaires. Donc, il fallait absolument faire quelque chose pour les contractuels. Donc, on est entièrement d'accord avec cette position. Je crois que toutes les communes se rendent bien compte qu'il faut s'y mettre. Alors, un dernier point, c'est les chiffres que vous avez communiqués, calculés par M. Vaneleux, ils diffèrent légèrement de ceux des tableaux Excel de l'étude, mais enfin bon, c'est pas des milliers d'euros, hein, c'est des dizaines d'euros, des centaines d'euros. Enfin, les ordres de grandeur sont les mêmes. Mais donc voilà, il faut être sûr, évidemment, que le dossier qu'on rentre soit bien clair et précis. Mais soit, ce que je voulais aussi dire, c'est on ne voit pas quelle politique de nomination ou de gestion du personnel va être suivie. Vous l'avez dit, ça va se décider dans les mois à venir. Ceci dit, on voit deux simulations qui ont été faites. Une à personnel statutaire constant, 28 équivalents temps plein, et personnel contractuel constant, 190 équivalents temps plein. Ok, mais il y a une deuxième simulation où on voit que les 28 statutaires tombent à zéro dans 20 ans, et de l'autre côté, les contractuels augmentent dans la même proportion. Alors, on ne voit pas, aucun des chiffres de ces tableaux ne correspond au tableau ici, donc on ne voit pas très bien quelle hypothèse vous avez prise. Alors, vous dites que vous avez le temps pour décider de la politique du personnel, c'est pas ce qu'Etias écrit, c'est pas ce que j'ai lu dans la circulaire, que je n'ai pas ici, mais Etias dit qu'il faut absolument accompagner le dossier d'une décision du collège quant à la politique de gestion, de nomination du personnel. Et c'est là, vous avez dit vous-même que ce sera un peu plus tard. Je
je peux bien comprendre, mais en attendant, il me semble que c'est un élément exigé par la région, sauf erreur de ma part. Donc je crois que c'est un élément auquel il faudrait rapidement remédier, si je ne me trompe pas. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire, c'est la cotisation de rattrapage. Je crois qu'il y a vraiment là quelque chose à faire. Vous avez dit que vous réfléchissiez à une formule, et à ce niveau-là, j'aimerais bien que dans la délibérée, à l'article 4, où on dit qu'on ne prévoit pas de cotisation de rattrapage dans le cadre de ce contrat, je crois qu'il faudrait ajouter, en fonction de ce que vous avez dit, que le Conseil charge le collège de faire d'autres propositions en ce qui concerne ce rattrapage. Que le Conseil cherche les autres, que cherche le collège, ça, moi en tout cas, je ne peux pas vous mettre ça, parce que c'est le collège qui travaille dessus. On va dire que vous adhérez à notre étude, mais que vous nous chargez de le faire, non, parce que c'est un travail qu'on a déjà commencé il y a plusieurs mois. Comment voulez-vous qu'on le dise? Ah ben je ne sais pas, mais vous trouvez... Soutient le collège dans ses efforts pour trouver... Voilà. Nous soutenons le collège dans ses efforts pour trouver une solution en matière de rattrapage. Ah ben ça j'aime mieux. Mais on aimerait bien être mis au courant le temps venu. Pour l'instant, on ne sait pas. En fait, on va dire quel est l'objectif du travail qui est fait pour l'instant. C'est qu'on souhaite que l'argent que la commune met pour ce rattrapage arrive soit le plus possible rentabilisé pour le personnel. Et on ne souhaite pas aller donner de l'argent à une institution, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est ça. Et c'est ce travail-là qui prend un certain temps et qui est le fruit de réflexion. Il n'y a pas de souci, principalement d'ailleurs. C'est pas une critique par rapport à ça, je ne vous sens pas non, critiquer. J'essaie de vous expliquer. C'est simplement le signal. Quand on lit la délibérée, il n'y a pas le signal du fait qu'il y a une recherche d'une autre solution. Je trouve que ça devrait être indiqué. Parce que les personnes qui viennent d'être pensionnées qui n'auront rien, et ou les personnes qui vont bientôt être pensionnées et qui n'auront quasi rien aussi, là je trouve qu'il y a vraiment une question d'équité. Il faut faire quelque chose, mais je vois que vous en êtes convaincus. Je crois qu'il y a une question d'équité, mais il y a plus que ça. Il y a aussi la gestion des ressources humaines, des personnes qui vont travailler avec nous, qui doivent encore travailler avec nous pendant 5, 10, 15, 20 ans, peut-être 30 ans. Donc il y a aussi, c'est ça, ça rentre dans la gestion des ressources humaines que nous voulons mettre en place. Une décision à prendre qui doit être rentrée avant de prendre la région. Quelle décision Monsieur Pirard ou Monsieur Berquet? Oui, mais c'est bien ça l'optique, c'est le plus équitable possible, pour que ça aille le plus possible chez le personnel, c'est vraiment ça. Donc la réflexion est vraiment en cours, il est en outil, donc c'est vrai que ça va dans ce sens-là. Mais les gars, ça va dans le bon sens. Oui, disons qu'ici, c'est important de le mettre. Mais même comme vous l'avez dit après, je suis d'accord. Vous êtes basé sur l'article 5 qui doit se charger. Oui, redites un peu la phrase que vous proposez, la deuxième. Oui, c'est vrai que l'article 5 dit de charger le collège communal de l'exécution des décisions, donc moi je continue dans le sens. Enfin, comme vous savez, donc je proposais ceci, de ne pas prévoir de cotisation de rattrapage dans le cadre de ce contrat, mais qu'est-ce qu'on va dire? Mais de continuer à réfléchir à une autre solution qui va dans le même sens. On souhaite trouver une solution, il faut le mettre dans le... Je crois que c'est important de mettre. Il faut mettre la volonté, c'est important pour certaines personnes. Il y a une volonté de faire. Oui, monsieur Tirage. Si ça peut rassurer M. Doré, je pense que ça ne prendra pas énormément de temps par rapport au fait de trouver une solution, puisque, à mon avis, le mois prochain, on va venir avec computer, simplement parce qu'on va devoir l'incorporer à la MD2. Et donc, la modification budgétaire passera au mois de novembre. Donc, pour le mois prochain, vous en tout cas passer par là au computer. Sauf si M. Alain Melon sort la pointe de son chapeau pour essayer d'en trouver autre chose, mais je pense qu'on devra passer via la MD2 par rapport à ça. Et non, parce qu'on a déjà prévu dans la MD, on a déjà prévu le montant pour 2019. Et c'est le mois d'octobre. C'est pour le conseil d'octobre ou novembre? C'est ma question. Donc le conseil d'octobre, la MD2. Ah bon, voilà, ce sera même plutôt prévu alors. Oui, le conseil d'octobre, la MD2. C'est pour ça que je ne savais pas trop. Et juste une petite chose aussi, c'est pas impossible que les chiffres diffèrent légèrement, tout
Tout simplement parce que quand on a envoyé le volet juste au mois de juin chez ETIAS, on a déjà réalisé ça, on leur a envoyé, l'important c'était d'avoir une étude externe. Après ça, M. Van Muller a encore retravaillé, il a affiné les chiffres, il a rajouté, donc il y a des petits changements, mais tout simplement parce que M. Van Muller a ajusté de la précision, et donc c'est normal qu'il y ait des petites différences. De toute façon, le personnel qui a été début juillet et celui qui est là maintenant, c'est plus nécessairement là, peut-être qu'on a engagé toute une introduction malade, donc l'assimilation est déjà, pas des caduques, elle est à l'heure, on s'en va, mais je veux dire, il suffit d'avoir des mouvements du personnel pour que ce soit exactement le même chiffre. Je sais plus, c'était mon docteur. Donc, normalement, en commission, on va avoir des moyens. Je suppose qu'on nous en touchera un mot la semaine prochaine. Ce qui est de la politique en matière de personnel, envisagée pour la réalisation de l'étude actuelle. Pardon, excusez-moi. Dans la lettre d'ETIAS qui accompagne l'étude, il met que le dossier complet devra obligatoirement comprendre, comme il disait, la décision du conseil communal, et là il se trompe, du collège, fixant la politique du personnel envisagée pour la réalisation de l'étude actuelle. Et c'est peut-être dans la circulaire du 2 octobre 2018, ça figure aussi, donc malheureusement pas ici, donc je reprends ce que l'ETIAS a dit. C'est pas la politique de nomination de la commune, c'est la politique de nomination pour l'étude actuarielle. Et donc, ce qui est fait et ce qu'on fait, c'est qu'on prend les deux extrêmes, on continue sur le statu quo, où on contractualise tout le monde, et ça, c'est les deux études de base qui sont demandées, et à partir de là, on va dire, on se retrouve entre les deux. C'est ça qui est. Et donc, c'est vraiment pour la réalisation de l'étude qui est prévu. Et normalement, c'est le collège qui a demandé ça, et le conseil, c'est le collège qui a mandaté l'étude pour que les questions de réponse. Ok, ici même c'est suffisant comme ça. En tout cas, je pense. C'est comme ça que ça a été lu dans la. Mais on peut s'en assurer encore. Pas être certain. Merci. On prend note. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou interventions? Non? Alors, on peut passer au vote. On va tirer au sort qui vote en premier. Avec l'ajout. Non, parce que je pense que c'est important de voter pour le personnel, c'est important. Donc, voilà, je préfère. Alors, on va voter en premier. Oui, avec la loi. Pardon? Avec la loi. Oui, évidemment. Alors, c'est M. Cardon qui va voter en premier. Monsieur Cardon. C'est la première fois. Alors, Monsieur Renu est excusé. Est-ce qu'il y a personne qui est bon? Monsieur Cardon? Oui. Attendez. Donc, tout le monde est là, je suis sûr. Ok. Ça, Madame Jardon est arrivée. Alors, Messieurs Cardon? Oui. De Scuter? Oui. Bennett? Oui. Daubert? Oui. Bunty? Oui. Mesdames Petit-Bergin? Oui. Onton? Oui. Messieurs Coutratz? Oui. Decartier? Oui. Zanalio? Oui. Mesdames Laurent? Oui. Lamblin? Oui. Rigaud? Oui. Monsieur Loers? Oui. Madame Lefebvre? Oui. Monsieur Châtel? Oui. Madame Vadonnet? Oui. Messieurs Verté? Oui. Garni? Oui. Anna? Oui. Pirard? Oui. Dubuisson? Oui. Madame Detroyer? Oui. Monsieur Thiebaud? Oui. Madame Jardon? Oui. Et moi-même, oui. Voilà, je vous remercie parce que c'était, je pense, extrêmement important qu'on vote en conseil communal, en tout cas pour le personnel et la gestion des ressources humaines qu'on veut vraiment modifier et redynamiser. Je vous remercie pour vous. Alors, le deuxième point, c'est finances, immobilisme pour le sac gratuit, modalité sortie du système actuel, crise d'acte. Donc, Madame Vandenay. Donc, on avait parlé de remboursement des bons à valoir qu'on a reçus à la au moment pour les citoyens, mais pour un peu aider la population, parce que c'est des bons à valoir pour des sacs gratuits. Alors, on venait d'annoncer dans le conversation qu'on allait pouvoir utiliser de ça à partir de février 2020. Donc on a étudié
étudier la faisabilité et la légalité d'envisager un remboursement de ces bons. Et donc on propose, on a proposé au collège qui a déjà validé la décision de rembourser ces bons à valoir. Alors pourquoi c'est passé en collège et qu'on propose une prise d'acte maintenant, c'est qu'on veut profiter du publipostage des différents mailings qui sont envoyés dans le cadre du projet de changement de collecte pour annoncer ces modalités qui devaient être annoncées au plus vite pour que les gens ne dépensent pas ces bons inutilement. Ça explique un peu les choses. Donc ça représente, il y avait eu une question de savoir si on pouvait les échanger contre des kilos gratuits ou des levées gratuits. Donc ça a été étudié par le service des finances qui déconseille cette formule-là parce qu'on ne peut pas mélanger les exercices budgétaires, c'est des exercices budgétaires différents, c'était pas faisable. Donc on va les rembourser. Ça représente néanmoins un travail important pour le service finance parce que ça va être des remboursements de la valeur faciale de ces bons qui sont des valeurs assez faibles. C'est 12,50 € ou 6,25 €. Mais il y a 90 000 € à rembourser. Donc c'est beaucoup, ça va être beaucoup de petits remboursements. Donc beaucoup de travail pour le service potentiellement, quand même aussi à faire. Pour le service finance, qui, monsieur Pirate l'a dit tout à l'heure, le service finance, il est vraiment mis au four et au moulin pour le moment avec les modifications budgétaires, les budgets 2020, les budgets pluriannuels, enfin, il y a énormément tous les règlements en place. Donc avant fin décembre, ce n'était pas possible de le faire. Néanmoins, on ne peut pas trop tarder non plus parce qu'on doit avoir ces informations pour la clôture budgétaire 2019. Et donc, la proposition du service, c'est de faire ces remboursements entre le 15 janvier et le 12 février. Donc, ce qui explique la version qui est survotable parce qu'il y avait un petit peu dans la première version, on parlait du 15 au 15, en fait, c'est 2 semaines, donc c'est du 15 janvier au 12 février. Pendant les heures d'ouverture du service finance, plus 2 permanences en soirée le jeudi. Voilà, je crois que j'ai un peu plus. Voilà. C'est une prise d'accord. Monsieur Bunting. C'est mais évidemment, on était intervenu au professionnel il y a quelques mois avec cette demande aussi, on ne peut que soutenir et on discute d'ailleurs cette action-là. C'est un geste évidemment extraordinaire pour toutes les personnes responsables qui s'engagent pour une planète plus verte. Et merci déjà aussi effectivement au service finance pour le travail qui ont bien conscient qu'à l'impossible nul n'est tenu, que c'était quelque chose qui n'est pas évident à mettre en œuvre, mais qui a été fait, donc on ne peut que féliciter cette décision. C'est une réflexion, je voudrais vraiment remercier aussi M. Van Müller encore ici, parce que franchement, pour l'instant, on ne le ménage pas, il y a mal de moments, on se demande s'il dort la nuit, et donc voilà, je voudrais vraiment vous remercier, je pense que quand les personnes font beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'efforts, etc., il n'est pas tout seul à le faire, je sais que c'est son service aussi, mais je pense que c'est important que le conseil communal le sache et le salue. Je le remercie en tout cas pour tous les efforts. Je suis chaque fois gênée quand je lui demande des choses. Je lui demande beaucoup de choses, je dois la faire. On peut l'applaudir. Je pense que